Monsieur Molins, bonjour. Bonjour. Vous étiez procureur de la République en 2015 de Paris. On commémore au mois de novembre les 10 ans des attentats de Paris et de Saint-Denis. Je voulais savoir quel souvenir vous remonte, quel moment vous remonte aujourd'hui en évoquant tout ceci. C'est des souvenirs très forts, avec des images que j'oublierai jamais. Alors il y a bien sûr les images des scènes de crime, puisque j'y suis allé moi très vite après les attentats. Les images des scènes de crime des terrasses. Moi j'ai vu notamment celle du Carillon et de la Bonne-Bière. La fosse du Bataclan, bien sûr. Les images de l'assaut de Saint-Denis après la neutralisation d'Abaoud par le raid, et puis aussi des images plus professionnelles. Je garde toujours l'image de la salle de la cellule de crise du parquet, qui était une ruche permanente dans laquelle travaillaient tout le temps une dizaine de magistrats, plusieurs greffiers, et qui a travaillé comme ça pendant 11 ou 12 jours, si ma mémoire est bonne. D'accord. Comment vos services, l'ensemble des opérateurs, est arrivé à faire face à cet événement qui était presque inédit sur le territoire? Déjà, vous n'avez pas le choix. Il faut de toute façon faire face, parce que en cas d'attentat terroriste, le procureur a un certain nombre de compétences à exercer, et ces compétences, il faut les exercer. Alors, il y a bien évidemment qualifier les faits, terroristes ou pas, saisir les services d'enquête compétents, envoyer des magistrats sur les scènes de crime, sécuriser juridiquement l'enquête pour qu'il n'y ait pas d'irrégularités commises par les enquêteurs. Il faut lancer la coopération internationale, il faut s'occuper des victimes et les prendre en charge, et signaler leur identité pour qu'elles soient indemnisées. Et il faut prendre des décisions en matière de médecine légale, et enfin il faut communiquer. Donc vous voyez, ça fait énormément de choses, et ça, bien sûr, c'est la responsabilité du procureur, mais le procureur, c'est une équipe. Je n'étais pas tout seul, moi, j'avais effectivement la section antiterroriste qui travaillait avec moi, plus des renforts du parquet de Paris, et en réalité on a pu assumer tout ça parce que on avait une bonne organisation qui prévoyait un dispositif de crise. Donc on avait un dispositif de crise qu'on pouvait activer en cas de nécessité, avec la possibilité d'organiser et d'armer une cellule de crise dans une salle de réunion, et de la faire fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce au renfort apporté par les autres sections de permanence du parquet. Et c'est comme ça que sur ces 11 jours d'enquête, avant qu'on donne le dossier au juge d'instruction, on a fait travailler, la cellule de crise a pu travailler grâce, je crois, à 35 magistrats du parquet et 11 greffiers. Donc c'est considérable. Donc on a pu le faire parce que d'abord, je pense que les collègues ont beaucoup travaillé, ont bien travaillé, et parce qu'on avait le dispositif de crise qui permettait de bien s'organiser. On vous a découvert justement, le grand public, avec les points de presse à l'époque. Qu'est-ce qui était important à ce moment-là de dire aux Français dans ce tel contexte de peur et de souffrance et d'angoisse? Si vous voulez, un attentat terroriste, et surtout un attentat d'ampleur comme ça crée une sorte on pourrait qualifier ça de situation de chaos. C'est le chaos de la société tout entière, le chaos de la République. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce soir-là. Et dans ces situations de chaos, je pense que c'est important de mettre des mots. Et le procureur, il est là pour construire un narratif, un récit qui soit à la fois clair, objectif, bien sûr rigoureusement réel et vrai. Il n'est pas question de mentir sur quoi que ce soit. Un narratif que vont pouvoir s'approprier les politiques, les journalistes, mais aussi tous les citoyens. Parce que c'est vraiment... la justice, elle est rendue au nom du peuple français, et je pense que c'est important que la justice rende compte de son action au plus près, et le plus vite possible, dans des circonstances dans lesquelles l'ordre public a été aussi troublé. Ça arrive un vendredi soir. Oui. Où étiez-vous? Et dans ces cas-là, est-ce que immédiatement dans votre tête, vous vous dites il faut ouvrir la cellule de crise, il faut appeler les collègues? C'est pas la première question que je me suis posée, on va dire c'est la deuxième ou la troisième, mais la première, alors j'étais chez moi, j'allais me coucher parce que j'étais vraiment fatigué, et à 9h25, j'ai eu un appel du directeur de la police parisienne qui m'a visé l'attentat au Stade de France. Donc j'ai essayé de croiser l'information avec mes collègues,
et le chef de la DGSI qui n'en savait pas plus que moi. Et j'ai allumé ma télé, 5-10 minutes après, et j'ai vu apparaître des bandeaux annonçant des décès multiples suite à plusieurs fusillades sur des terrasses de café du 11e. Et là, j'ai eu une sorte d'illumination, c'est-à-dire j'ai compris ce qui était en train de se passer, et je me suis dit, ça y est, Paris est en train d'être le théâtre de multi-attentats terroristes. Parce qu'on craignait quelque chose de très lourd depuis des mois. On nous disait il va y avoir des choses très graves qui vont arriver, mais on ne sait pas quand, ni où, ni comment. Donc j'ai décidé d'aller sur les lieux, moi, parce que je voulais me rendre compte de ce qui se passait. On a décidé de la saisine au terrorisme et concomitamment d'armer la cellule de crise compte tenu de l'ampleur des attentats qui avaient été commis. Je vais vous demander tout simplement qu'est-ce qui a changé pour vous et pour la France avec ces attentats? Avec le recul, avec le regard d'aujourd'hui, je pense qu'en fait, la France s'est jamais vraiment libérée de la menace terroriste depuis 10 ans. Alors la menace est certes pas tout à fait la même, et elle n'a pas la même intensité, mais elle est toujours là. Je pense que tous ces événements ont véritablement affecté la vie quotidienne des gens. On a quand même eu un état d'urgence qui a duré 2 ans. Et puis on a un cadre juridique répressif qui s'est considérablement durci. Oui, il y a eu des incidences, je pense, pour notre pays et pour la vie quotidienne des gens. Et comment avez-vous fait dans cette crise, dans ces moments terribles, vous personnellement, pour évacuer le côté émotionnel, pour rester focus sur vos missions prioritaires? Alors c'est vrai qu'on pose souvent la question de la gestion des émotions. Moi j'ai toujours considéré qu'on a le droit d'avoir des émotions, on est des hommes et des femmes, donc c'est normal quand on ressent douloureusement certaines situations, on a le droit d'avoir des émotions, et moi je revendique même d'en avoir. Donc l'enjeu c'est de les gérer. Moi, chaque fois, j'ai toujours fait comme ça. Sur les scènes de crime, je m'accorde 1 ou 2 minutes de recueillement. Et puis après, je suis concentré dans mon travail, dans mon office professionnel. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à surmonter la dureté de ce que j'avais vu et vécu. Et puis on retire aussi beaucoup de force, beaucoup de courage du collectif. Parce qu'un parquet, c'est une équipe. Et dans cette équipe, on s'est beaucoup soutenus les uns les autres. Et je pense que le fait de fonctionner en équipe, avec le soutien des collègues, nous a donné une force et un courage collectif qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Dans quel domaine les services français ont-ils progressé dans la lutte antiterroriste? Alors d'abord, les textes nous rendent plus efficaces, parce qu'il y a plusieurs lois qui ont été adoptées par le Parlement qui renforcent l'efficacité répressive du droit, pour mieux prévenir les attentats ou pour réprimer encore plus sévèrement leurs auteurs. Mais il n'y a pas que le droit qui a changé, il y a surtout les organisations et les modes de fonctionnement. Aujourd'hui, les services de renseignement, les services de police judiciaire et le parquet terroriste travaillent beaucoup mieux ensemble qu'ils ne travaillaient il y a 10 ou 15 ans. Ça, c'est clairement sous sous la pression des attentats. Donc, le travail, si vous voulez, est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de proximité. Chacun, bien sûr, est dans son rôle. Les services de renseignement, c'est les services de renseignement. La PJ, c'est la PJ. Le parquet, c'est le parquet qui va diriger les enquêtes. Mais tout en restant chacun dans son cadre, il y a beaucoup plus d'échanges que dans le passé. Et puis, on a aussi beaucoup progressé parce qu'il y a aujourd'hui, au niveau du renseignement, quelque chose qui avait été créé par Bernard Cazeneuve, c'est une sorte d'état-major permanent de tous les services de renseignement au ministère de l'Intérieur qui vous garantit qu'une information, un renseignement va être traité immédiatement et qu'on ne va pas attendre plusieurs heures ou plusieurs jours pour le traiter parce qu'il tomberait, parce qu'il arriverait une nuit ou un samedi ou un dimanche ou pendant des congés. Ça, c'est fini. Donc, on a beaucoup appris avec ça. Très bien. Alors, le grand public se souvient de vous vraiment comme une figure très rassurante et très transparente. Même personnellement, j'ai ce souvenir que j'attendais vos points presse et j'attendais une certaine transparence sur la justice. Même dans mon entourage, en fait, on avait vraiment confiance dans ce que vous alliez nous dire. Est-ce que vous le ressentiez à l'époque et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre entourage?
Non, alors mon entourage, moi, enfin, sur le plan familial, je parlais pas trop de ces choses-là à la maison. Mon épouse a compris ce qui se passait, donc elle a tout fait pour m'aider et me débarrasser de toutes les tâches ou soucis qui auraient pu venir me polluer l'esprit. Mais non, c'est pas immédiatement rendu compte que du côté rassurant des conférences de presse. C'est une dimension qu'on n'avait pas du tout intégrée au début, notamment sur les premières. On l'a pas intégrée sur Mera. Je pense que c'est venu après Charlie Hebdo. Alors comment on s'en est rendu compte? En réalité, parce qu'on nous l'a dit. Et les journalistes nous ont dit, vous êtes rassurants, et ils se faisaient aussi l'écho de ce qu'on entendait dans la population. Et donc, cette dimension rassurante, de fait, on a fini par l'intégrer dans les points presse, et ça a pu effectivement nous amener parfois à ne pas dire certaines choses. Je veux pas dire qu'on est menti, c'est pas ça. Mais on a fait en sorte de ne pas trop en rajouter pour ne pas venir encore aggraver le climat anxiogène qu'il y avait dans la société française. Un exemple de mémoire, je pense pas avoir dit que Abaoud voulait aller faire un attentat aux 4 temps à la Défense. Après, quand on l'a neutralisé, pourtant on le savait très bien. Ça ressortait des témoignages qu'on avait recueillis. On l'a pas dit, on l'a gardé pour nous parce qu'on s'est dit bon. Ok, ce témoignage est crédible, c'était certainement ça, mais ça n'apporte rien d'aller dire ça. On va contribuer à aggraver l'anxiété des gens, et c'est pas ce qu'on souhaite. Est-ce que vous vous étiez fait une liste de drapeaux rouges, vraiment, de sujets ou de mots à ne pas dire? Il y a toujours des mots qu'on évite de prononcer, parce que sans tomber dans la pensée unique ou le politiquement correct, mais il faut essayer toujours d'employer les bons mots. Et puis, moi, mes lignes rouges, ça a été les grands principes qu'il y a dans le code de procédure pénale, hein, c'est-à-dire que dans ces points presse, je me suis toujours interdit de violer la présomption d'innocence. Alors, vous me direz, avec des terroristes, elle est plus relative quand ils ont été neutralisés par les unités d'assaut, hein. Elle est quand même plus relative que dans des dossiers dans lesquels les gens sont bel et bien vivants. Mais j'ai toujours aussi essayé d'assurer la confidentialité des investigations, c'est-à-dire je suis jamais allé dévoiler des choses qu'on allait faire dans le cadre de nos enquêtes, des actes à venir, tout comme je me suis toujours interdit de dire quoi que ce soit qui puisse venir attenter à la dignité des victimes. Ça a toujours été des lignes rouges. Sur la menace terroriste, vous en aviez parlé un petit peu tout à l'heure. Vous disiez que le degré de la menace est toujours présent. Est-ce qu'on peut le quantifier par rapport à il y a 10 ans? Alors, moi je suis pas dans les services de renseignement, donc j'ai pas des informations d'une totale actualité, mais ce qu'on peut dire, c'est que, en général, on dit qu'il y a 3 types de menaces terroristes. Il y a la menace projetée, la menace téléguidée et la menace inspirée. La menace projetée, c'est le 13 novembre. Vous constituez des commandos et vous les envoyez, vous les projetez pour les commettre des attentats. Cette menace-là, clairement, elle n'est pas la même. Elle est bien, je pense, bien moins grande qu'en novembre 2015. Pourquoi? Tout simplement parce que Daesh n'a pas du tout les moyens matériels et logistiques aujourd'hui qu'il avait il y a 10 ans. Donc cette menace est certainement moins forte. Par contre, il y a la menace téléguidée qui garde son actualité. La menace téléguidée, c'est celle qui consiste à voir des gens implantés dans des... par exemple au Khorasan, hein, cette zone Afghanistan, Iran, Tadjikistan, je crois, ou Kyrgyzstan, je sais plus, et qui consiste finalement à faire passer à l'action des gens de leur communauté qui se trouvent à l'étranger pour aller commettre des attentats. C'est typiquement les attentats qu'il y a eu en Russie il y a quelques mois, hein, avec des gens de la communauté russophone qui sont activés par des gens d'ailleurs. Et je sais que là-dessus, parce qu'elle l'a d'ailleurs dit publiquement, la chef de la DGSI avait expliqué la dernière fois que j'avais entendu que son service avait vraiment... c'était vraiment une des priorités de son service de lutter contre l'État islamique au Khorasan. Hein, et ça, c'est typique, ce genre de menace. Et la troisième, c'est la menace inspirée. C'est celle qui est peut-être la plus difficile à déceler et à contrer. C'est celle qui va voir passer à l'acte sur un mode individuel, avec les moyens du bord. Les Anglais disent un terrorisme low cost. Hein, des individus qui sont pas forcément suivis par les services de renseignement et qui vont avoir l'esprit infesté par l'idéologie mortifère de Daesh ou d'Al-Qaïda. C'est l'affaire Dominique Bernard, c'est l'affaire Samuel Paty.
Voilà. Et ça, c'est effectivement très présent comme menace et effectivement, je pense, difficile à identifier et à contrer. Dernière question sur la menace terroriste. Qu'est-ce qui pourrait la réduire considérablement, voire l'anéantir si l'anéantir, elle ne le sera jamais. L'anéantissement de la menace, c'est comme si on pouvait rêver, mais bien sûr, on peut rêver qu'il n'y ait plus de violence contre les femmes, on peut rêver qu'il n'y ait plus de viol, on peut rêver qu'il n'y ait plus de vol, on peut rêver qu'il n'y ait plus de terrorisme, mais je veux dire, c'est un mythe sécuritaire. Le risque zéro, il n'existe pas et il n'existera jamais. Donc on peut essayer de le contenir, on peut essayer de le diminuer, mais c'est le mythe sécuritaire. Non, il n'existera jamais, le risque zéro. Par contre, il faut lutter pour qu'il y ait le moins d'attentats possible et surtout se mettre en situation d'intervenir le plus tôt possible pour les empêcher de passer à l'acte, les gens qui veulent commettre ce genre de choses.